Et oui, encore une fois, vous êtes sur les ondes de Top Pot, votre podcast en français sur la science, l'industrie et la consommation du cannabis. Mon nom est Luc Prévost, j'ai le plaisir de vous recevoir dans votre cannabistro virtuel, le Top Pot. Bienvenue chez vous. Top Pot ne donne aucun conseil. Consultez votre médecin, votre pharmacien, votre avocat, votre journaliste préféré, le législateur ou la personne de science de votre choix. Aucun des auteurs, contributeurs, commanditaires, administrateurs, toute autre personne liée à Top Pot ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit de votre utilisation de l'information contenue dans le podcast. Vous allez bien? Le chanvre est bon par chez vous? Un autre épisode de Pot Flanage cette semaine. Et on commence par les nouvelles licences octroyées par Santé Canada. Une seule pour tout le Canada et c'est en Colombie-Britannique. Rien au Québec. Il s'agit d'une entreprise à numéro qui a obtenu une licence de microtransformation. Alors j'ai décidé aussi d'ajouter un nouveau segment qui va couvrir uniquement juste et toutes les nouvelles du Québec. Il y a maintenant assez de nouvelles pour en faire un segment sur Top Pot. Donc, dans l'ordre où je les ai croisées la semaine dernière, le gros titre, c'est d'abord « Un ado sur 5 a consommé du cannabis à 15 ans ». Alors, il s'agit d'une recherche et tout de suite, il faut contextualiser. Ces données précèdent la légalisation canadienne et la réglementation québécoise qui exige que les clients de la SQDC soient âgés de 21 ans et plus. En fait, toutes ces données proviennent de l'étude longitudinale du développement des enfants du Québec, dont l'acronyme est LDEQ, E-L-D-E-Q. Cette étude qui s'intéresse donc à un groupe de jeunes gens nés au Québec en 1997-1998. Ils ont aujourd'hui, ces jeunes, 25 ans. La principale nouvelle pour moi, selon Métan Tu, j'espère que je prononce son nom correctement, Tu, c'est une chargée de projet de l'LDEC. Elle dit ceci, Madame Tu, ce n'est pas parce que quelqu'un consomme durant l'adolescence que la consommation est importante par la suite. Ça, c'est une très, très, très bonne nouvelle. Donc, il n'y a pas d'Armageddon si votre jeune consomme. Il faut faire attention, il faut surveiller, il faut lui parler, il faut l'aimer surtout. Évidemment, comme d'habitude, il y a un lien pour les curieuses dans les notes de l'épisode. Et si vous allez sur toppot.ca, il y a aussi une transcription de tout l'épisode au complet. OK, vous le savez, quand je suis au comptoir du Top Pot sans invité, je fais quoi? Je me prends un café. Une seconde. Hé, MJ! Ouais! OK, c'est ouvert pour Noël? Parfait. Mon habituel. OK. Nous sommes toujours dans ce segment, le nouveau segment des nouvelles québécoises. Alors, il y a du nouveau, les mangeables de Gayonica. Et là, je vous lis plus ou moins le communiqué de presse. Directement de Sainte-Cécile de Milton, le 15 décembre 2022. Gayonica, un groupe de spécialistes en développement de produits de cannabis innovants et en extraction de cannabinoïdes, eh bien, il fait son entrée sur les marchés canadiens. Gayonica a annoncé le lancement de sa première gamme de produits comestibles. Des bouchées de fruits enrichis de cannabinoïdes seront commercialisés sous 2 marques distinctes. Les produits de la marque Blee, B-L-E-E, seront exclusivement disponibles au Québec dès le 15 décembre, tandis que ceux de la marque Jublee, J-U-B-L-E-E, eux, ils arriveront en Ontario en février 2023. La distribution dans le reste du Canada est prévue au cours de l'année 2023. On leur souhaite merdoum pour la suite. Une autre société québécoise envahit le Canada. Oui, Navaya s'en va en Ontario. Alors, Navaya, un chef de file de la production novatrice de cannabis, annonce son expansion dans la province de l'Ontario grâce à sa marque phare, Cactus. Offert sous la forme de fleurs séchées en pot de 3,5 grammes, les produits Cactus seront vendus dans les magasins de détail autorisés et en ligne sur le site web de l'Ontario Cannabis Store. Même chose, merdoum pour la suite. Vous notez que en Ontario, l'équivalent de la SQDC, l'OCS, eh bien, elle fait compétition aux gens à qui elle vend avec son site de vente en ligne. Absolument dégueulasse, mais c'est la vie en Ontario. Dans un autre registre, une nouvelle incroyable qui ouvre la porte à des avancées pour le cannabis, même s'il s'agit d'une autre substance. Oui, 2 médecins québécois, M. Ouman Farzin, F-A-R-Z-I-N, et M. Jean-François Stéphane sans le E, eh bien, ils ont été payés par le gouvernement du Québec pour leur rôle dans une thérapie à la psilocybine.
C'est un extrait du champignon hallucinogène de l'Amérique du Sud ou de l'Amérique centrale, le psilocybe. Alors, c'est la première fois au Canada qu'un remboursement de ce type de thérapie est autorisé. Et c'est au Québec que ça arrive. Il y a de l'espoir. Si les médecins osent prescrire des champignons magiques, peut-être qu'un jour, ils oseront prescrire du cannabis. Juste une seconde. Merci, MJ. Oh, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai vu aussi cette semaine au Québec? Ah oui, une très belle communication de 5 points cannabis sur Facebook, si ma mémoire est bonne. Donc, voici ce que dit 5 points à sa communauté. Bonjour à toute la communauté. En toute transparence, nous vous informons que quelques clients ont récemment remarqué une poudre blanche sur certaines unités de notre hashish 2 grammes. Après de rigoureuses vérifications et tests de laboratoire sur les produits touchés, les produits affectés par cette poudre blanche demeurent dans les spécifications de Santé Canada, ne présentent aucun risque pour la santé et pour cette raison ne cadrent pas avec un rappel de produit. Fin de la citation. Par contre, et là, ils sont vraiment très bien, l'entreprise prend donc malgré tout la décision de retirer ce produit, sans l'appeler officiellement un rappel, le temps d'identifier le problème de production. Il est important de dire, peut-être, c'est la période des fêtes, une bonne période d'achat pour les produits de cannabis. Eh bien, les autres produits de hash de la même compagnie ne sont pas touchés et sont disponibles à l'achat comme d'habitude. Par contre, si vous avez acheté ce produit, vous pouvez le retourner à la SQDC. Alors, je dis tout simplement bravo 5 points pour ce respect de votre clientèle. Personnellement, je n'ai rien vu d'autre au Québec. Est-ce que j'ai raté une grosse nouvelle? Si oui, faites-moi signe, juste pour me dire votre source. Donc, lucprévost@hotmail.com. OK, complètement autre chose. J'ai vu une discussion musclée, mais très polie cette semaine. Cette discussion était initiée par Jonathan Wilson, qui est le directeur général de Crystal Cure au Nouveau-Brunswick. Crystal Cure, c'est un microproducteur doublé d'une licence de microtransformation. C'est Jonathan Wilson qui, entre autres, emballe les produits de Tom DeVoe de Golden Peak. Golden Peak qui est venu faire 4 ou 5 épisodes sur Top Pot, il y a très longtemps déjà. Alors, qu'est-ce que dit M. Wilson? Il commence son partage en disant ceci. Vous ne savez pas ce qu'est l'irradiation du cannabis et pourquoi certains peuvent l'éviter. Son analogie qui va suivre est simple. Vous me direz après si vous la trouvez juste. Ce serait important, si vous avez une opinion marquée, écrivez-moi, lucprévost@hotmail.com. Je rappelle que j'ai déjà fait un épisode sur l'irradiation et que je n'étais pas alarmiste, au contraire. J'expliquais très bien à quoi ça peut servir, quels sont les types d'irradiation, et j'ai même, si mon souvenir est bon, donné un lien pour un document d'une centaine de pages qui explique comment bien irradier. Alors, M. Wilson dit « Imaginons que 2 voisins sur la même rue organisent un gros party dans 2 jours. Il y a 2 voisins, le voisin A, le voisin B. Le voisin A, avec sa famille, vit d'une façon pas spartiate, pas militaire, mais disons qu'ils ont une discipline qui peut paraître de l'extérieur comme étant exigeante, et cette discipline consiste à toujours garder la maison propre, la piscine sans feuilles, vous voyez le genre. Hein? Donc, la seule préparation pour le party du voisin A, dans 2 jours, c'est d'être sûr d'acheter de la bouffe et de quoi boire pour tout le monde. Peut-être même d'acheter de quoi fumer, dépendant de la province et de l'âge des gens qui seront présents. Ça, c'est le voisin A. Le voisin B, un bon monsieur, très bien aussi, même catégorie socio-professionnelle, pas de différence. Juste du bon monde, donc, mais avec un peu moins de discipline et surtout un partage moins efficace des tâches entre les enfants et la famille, quoi. Donc, la piscine est toujours presque OK. La maison aussi, ça stoffe bien, très très bien. Pour le party dans 2 jours, les préparations, par contre, seront forcément différentes. Le voisin B doit se lancer dans une opération de dernière minute pour être sûr que tout paraisse minimalement propre. On va peut-être même faire venir quelqu'un pour s'occuper de la piscine et de la qualité de l'eau. Juste pour être sûr, quoi. Alors, M. Wilson termine son texte en disant que le consommateur a le droit de savoir s'il va au party A ou au party du voisin B et comment se déroule toute la préparation du party. Mais c'est la même chose dans le cannabis, selon lui.
L'irradiation, en quelque sorte, peut, hein, pas obligatoirement, mais elle peut témoigner de la discipline d'un producteur autorisé. Et au final, c'est au consommateur de décider, personne d'autre. Et d'ailleurs, c'est exactement pour cette raison que plusieurs types de commerces, je pense aux deux extrêmes, là, d'un côté l'alimentation rapide, les McDo de ce monde, et de l'autre les hôtels de luxe. Et les deux types de commerces informent leur clientèle de la chronologie du nettoyage de leur bol de toilette. Hein? C'est une question de confiance. Je suis sûr que vous avez déjà vu cette liste que l'employé doit initialiser. Hein? J'ai nettoyé le bol de toilette, je coche, à telle heure. Donc, c'est une vraie forme de transparence. Et parlant de confiance, vous avez vu le prix de la livre de pot récemment? Alors, selon l'organisme Cannabis Benchmark, le prix de gros a dégringolé juste dans les 2 dernières années de 40 %. La livre est passée de 1 658 $ à 955 $ en moyenne, hein, en 2 ans sur le territoire américain. Alors, à cause de cette baisse de prix, la Californie réagit en diminuant drastiquement sa production légale. Et cette baisse vient perturber les plans d'affaires des producteurs autorisés américains, comme au Canada. Quand le prix de vente projeté doit être divisé de moitié, il ne reste plus grand-chose pour faire tourner les opérations. Et ça me fait penser à une autre nouvelle qui a fait peu de bruit, même si elle pourrait faire plaisir aux grands consommateurs de l'Ontario. Le Spirit River Cannabis à London, en Ontario, j'ai regardé, c'est à 6h30 de Boucherville, au Québec. Eh bien, c'est un commerce de cannabis autochtone qui ose faire un pas vers ce qu'ils appellent la réconciliation économique. J'adore ce terme. Réconciliation économique. Il ne s'agit pas juste de leur dire merci et de s'excuser. Hein? Il faut aussi que tout le monde s'enrichisse. Hein? Donc, le magasin Spirit River Cannabis à London, en Ontario, est ouvert 24 heures sur 24 et il vend sans taxe l'once de cannabis à 20 $. Ça revient à 71 sous du gramme. Nous exerçons nos droits constitutionnels et nos droits issus de traités pour repousser le génocide économique, a déclaré le propriétaire de Spirit River Cannabis, M. Maurice French, qui est aussi un membre des Chippewas de la Première Nation Thames. J'espère que j'ai tout bien prononcé ça. Alors, je discutais il y a à peine une semaine et demie avec un producteur autorisé québécois qui produit des fleurs extérieures avec une forme de serre minimaliste pour moins de 10 sous le gramme. Et j'ai l'impression que le pot d'extérieur va connaître un boom incroyable au Québec en 2023. Pas juste ici, évidemment, là, mais... Et cela n'aura probablement pas de répercussions immédiates, mais on peut penser que le prix du hash va baisser l'année prochaine. Beaucoup de fleurs de qualité et une deuxième récolte pour quelques producteurs autorisés qui augmenteront, grâce à l'expérience, qui augmenteront donc significativement la quantité et la qualité de leur récolte. On retourne rapidement flâner en Ontario. Une chose très triste est arrivée cette semaine. Selon l'article de Tara Deschamps de la presse canadienne, publié dans Le Devoir la semaine passée, la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario affirme qu'elle n'a plus aucune perspective raisonnable de faire condamner les 3 dirigeants de la société CanTrust. CanTrust, vous vous souvenez, on en a discuté fréquemment dans les derniers mois. C'est une entreprise, en fait 3 de ses dirigeants, qui a décidé de prendre les choses entre ses mains et de faire passer outre aux recommandations de Santé Canada. Alors, l'organisme de réglementation a demandé l'autorisation de retirer les accusations portées contre les ex-dirigeants. Et là, on parle de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario. Alors, encore une fois, la justice a accouché d'une punaise. On reviendra une autre fois sur l'ensemble des détails de cette capitulation remarquable. Mais on peut déjà dire que c'est une belle occasion de rater pour assurer la population canadienne. Et de plus, et là c'est important humainement, je crois, si ces 3 dirigeants n'ont jamais rien fait de mal, on peut affirmer sans danger qu'aucun être humain ne mérite de vivre ce genre de stress juste pour amuser la couronne canadienne. Cela n'a aucun sens. On ne joue pas avec la vie des gens comme ça pour prétendre se faire les dents et montrer que nous sommes un législateur habile et à ses affaires. Ça, c'était une niaiserie canadienne.
Donc, un peu partout sur la planète, les législateurs se cassent la nénette pour trouver de meilleures façons de troubler l'industrie du cannabis. Je ne dis pas que c'est un complot, mais c'est d'une tristesse inouïe. La dernière trouvaille nous vient du New Jersey. Là, quand on parle de trouvaille, on parle d'un législateur qui se surpasse pour ralentir l'industrie du cannabis. Alors, le New Jersey, d'un côté, innove et accepte la création de salons de consommation de cannabis, comme au Top Pot, une sorte de cannabistro, quoi. Mais, dans sa très grande sagesse, le législateur dit « Oui, vous pouvez vendre du cannabis, mais juste du cannabis et rien que du cannabis. Pas d'alcool et même pas de nourriture. Les consommateurs de cannabis peuvent discuter pendant des heures du prix élevé des fleurs de cannabis, mais ils n'hésiteront jamais une seconde pour se payer 8 ailes de porc Buffalo pour 12,25 par exemple. Les spécialistes de l'industrie de l'hospitalité, de la restauration, etc., disent tous qu'il existe une corrélation entre l'offre de nourriture et la rentabilité d'un endroit où les gens se rencontrent. Dans ce cas-ci, un cannabistro. Alors, certains opérateurs acceptent que les restaurants locaux livrent leurs produits. D'autres, plus coquins, installent un camion de cuisine de rue devant leur commerce. Ce sont de bonnes solutions alternatives, mais ce serait tellement plus simple de permettre aux gens de nourrir leur clientèle. Si on peut aller voir un match de hockey et manger de la pizza, du popcorn, des bagels et boire de la bière, on devrait, entre adultes, pouvoir faire la même chose dans un cannabistro. Alors, évidemment, j'ai lu plein d'arguments différents, mais le plus sage me semble être le suivant. L'absence de nourriture pousserait la clientèle à surconsommer le cannabis. Exactement l'inverse de ce que désire le législateur. Les cannabistros veulent vivre de leur commerce. C'est pas compliqué, hein? Ils ne veulent pas pousser leurs clients à la consommation. Pas juste celle du cannabis, en tout cas. La plus-value, comme au hockey, comme au cinéma, elle est ailleurs, elle est dans l'alimentation. Alors, tout à l'heure, j'ai discuté du vrai-faux rappel de 5 points. Eh bien, il y a un vrai rappel cette semaine au Canada. Et le rappel vise un lot de joints pré-roulés de Weed Me, qui a été vendu par la Société ontarienne du cannabis et par des détaillants autorisés en Ontario. Dans ce cas-ci, le produit s'appelle Diamond District Sativa et le problème en est un d'étiquetage et de conditionnement. Alors cette semaine, j'ai eu une belle surprise. Je m'intéresse à tout ce qui concerne la santé, les cliniques, au Québec et ailleurs. Alors j'ai découvert un réseau de cliniques qui m'était inconnu, que je ne connaissais pas. Apollo, c'est le nom de la compagnie et du réseau. Là, je vais vous lire ce que j'ai trouvé sur eux le plus simplement possible. Les cliniques de cannabis Apollo se spécialisent dans la prescription de cannabis médical aux patients partout au Canada depuis 2014. Notre pratique clinique est fondée sur des données scientifiques et Apollo a fourni à plus de 120 000 patients le plus haut niveau de soins et une meilleure qualité de vie grâce à l'accès aux prescriptions de cannabis médical avec des sessions d'éducation personnalisées, des plans de traitement à votre mesure et du soutien continu 7 jours sur 7. Je les connaissais pas et ça semble immense. Vous les connaissez, Apollo? Est-ce que vous avez déjà travaillé avec eux? Si oui, je suis curieux d'en savoir plus. lucprévost@mail.com. Une autre belle découverte, HiBnB. H majuscule I, B majuscule, N minuscule, B majuscule. HiBnB. C'est une plateforme très intéressante. Et HiBnB, en gros, c'est une plateforme comme Airbnb, mais avec le cannabis comme dénominateur commun. Vous allez à Vancouver, eh bien, vous cherchez un endroit pour 2 nuits, vous avez le goût de goûter les meilleurs produits de l'Ouest canadien. Airbnb vous promet que votre hôte aime le cannabis. Pas de problème pour la fumée et les odeurs en plus. Cela fait partie contractuellement de vos droits. Airbnb prendrait même en charge le panier de bienvenue pour l'hôte, tout en soutenant les marques et produits locaux sans frais supplémentaires pour l'hôte. Alors, si j'ai bien compris, il n'y aura pas de chocolat sur votre oreiller, mais peut-être une petite fleur. Encore une fois, si vous avez déjà utilisé le service, je suis curieux d'en savoir plus sur votre expérience. Il semble d'ailleurs y avoir de belles opportunités au Québec, car pour l'instant, il n'y a absolument aucune offre dans notre belle province sur Airbnb. Donc, un commerce à suivre. Et si on retournait flâner au Maroc?
C'est un pays où j'aime bien aller flâner. Alors, si vous êtes un voyageur fréquent sur Top Pot, vous savez que je regarde souvent ce qui se passe au Maroc pour comprendre comment le reste de la planète va réagir à la légalisation du cannabis. Alors, cette semaine, sur Bon Stock, j'ai publié une entrevue avec Pierre-Arnaud Chouvy sur la notion de terroir du hashish. C'est vraiment génial de comprendre comment un géographe regarde la production de cannabis sur un territoire précis. Eh bien, on dirait que le Maroc bouge de plus en plus vite. L'Agence nationale de réglementation des activités liées au cannabis, l'ANRAC, eh bien, l'ANRAC réfléchit à la création d'une nouvelle variété de cannabis. Pourquoi? Vous le savez déjà, je suis sûr, pour réduire la pression hydrique de cette culture. Ce n'est pas un problème spécifique au Maroc, hein? Vous le savez aussi, en Californie, dans certaines régions, seuls les producteurs de cannabis médical ont le droit d'arroser leur production tellement l'eau manque. J'avoue ne pas tout comprendre, car historiquement, le Maroc avait des cultivars adaptés à sa géographie locale. Et c'est par le biais de la dutchification de sa production que ces cultivars adaptés ont disparu. Forcément, nous allons en reparler. Et quand j'évoque la dutchification de l'industrie marocaine du cannabis, il s'agit en fait de l'action des compatriotes marocains vivant en Hollande qui ont réimporté au Maroc des cultivars qui produisaient plus, mais qui exigeaient plus de produits agrotox et plus d'eau. Donc, des produits pas forcément bien adaptés. Alors, dans tout ce que je lis à chaque semaine, forcément, il y a des articles qui, littéralement, me sautent au visage. Alors, M. Adams est un journaliste qui a écrit un article qui m'a donc interpellé. Le gars écrit pour le magazine en ligne The Bluntness, mais aussi pour High Times et même le magazine économique Forbes. Alors, il raconte qu'on lui offre souvent de fumer lors des conventions et des salons auxquels il participe. Il décrit avec beaucoup de détails comment il doit s'expliquer quand il refuse. Alors, est-ce que vous acceptez encore en 2022, fin 2022, de partager vos joints avec des inconnus? Est-ce que le COVID a modifié vos habitudes? Et finalement, vous a-t-on déjà reproché de ne pas vouloir participer à cette grande communion du partage du joint? Je suis curieux, vous le savez, lucprévost@mail.com. Ouais, j'ai découvert par hasard une marque de produits qui s'appelle Renewable, R-E-N-U-B-L-E. Un petit jeu de mots, là. Donc, l'entreprise a une gamme de produits pour la culture en bunker, en intérieur. On parle de nutriments hydroponiques liquides, végétaliens, biologiques et hydrosolubles à des prix comparables aux sels minéraux synthétiques habituels. Le but de l'entreprise serait de participer activement à l'assainissement des techniques de culture intérieure en réduisant la quantité de déchets produits. Qui peut être contre la vertu? Pas moi. Il est quelle heure, là? Oh, une seconde, c'est l'heure. Hey, MJ! Merci beaucoup. On se revoit soit avant, soit juste après Noël. OK? Salut. Amuse-toi bien. OK. Il y a un autre document très important où on a appris plein de choses qui a été publié cette semaine. Ce sont les principales conclusions de l'enquête canadienne sur le cannabis de 2022, que je vais reprendre là, au pas de course, plus ou moins texto. Beaucoup de petits détails très intéressants. Alors, après avoir augmenté entre 2018 et 2020, la consommation de cannabis chez les jeunes de 16 à 19 ans est revenue au niveau observé avant la légalisation, mais pour les années 2022 et 2021. Dans l'ensemble, le nombre de personnes qui déclarent consommer du cannabis tous les jours est presque stable depuis 2018, même chez les jeunes de 16 à 19 ans. Ça, c'est une très bonne nouvelle. J'appelle ça le syndrome de la chips. Quand les chips sont interdites, tout le monde en veut, et quand il y en a partout, personne n'en mange. Autre statistique intéressante, le pourcentage des personnes classées à risque élevé de développer des problèmes liés à leur consommation de cannabis, eh bien, ce pourcentage est demeuré stable depuis 2018. La proportion de répondants au sondage disant fumer du cannabis a continué de diminuer depuis 2018, tandis que le vapotage de cannabis, à l'aide d'un vaporisateur stylo, a augmenté depuis 2021. Donc, ce que ça dit, c'est que les fleurs baissent et que le vapotage augmente. Fumer demeure donc la méthode de consommation du cannabis la plus courante et suivent les mangeables, donc les produits comestibles, et ensuite le vapotage. Ça, c'est très intéressant. Une plus grande proportion de répondants ont déclaré que leur cannabis provenait habituellement
d'une source légale comparativement en 2021. Donc la légalisation semble remplir son mandat d'amener les gens du marché noir ou des marchés illicites, comme aime dire la SQDC, vers le marché légal. Et finalement, parmi les personnes qui ont consommé du cannabis, la conduite d'un véhicule, après une consommation récente, a diminué entre 2018 et 2021 et est restée inchangée en 2022. J'ai-tu le temps, là? Oui. OK, un dernier partage. Et c'est une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle pour l'évolution de la perception du cannabis au Canada. Alors, le conseil municipal de la ville de Kamloops vient de décider de réduire les coûts de la licence de vente du cannabis. Et vous allez voir, c'est spectaculaire. Kamloops est une ville de la Colombie-Britannique située à 350 km au nord-est de Vancouver, dans la vallée du Thompson. En 2022, une licence d'exploitation d'un magasin de vente de cannabis coûtait 5 000 $. Tu veux vendre du cannabis, tu veux ouvrir ta boutique, 5 000 $, plus tout le reste là, à payer. En 2023, le prix sera le même que pour tous les autres commerces de la ville. Alors, selon vous, combien va coûter un permis pour vendre du cannabis en 2023 à Kamloops? Non, c'est moins que ça. 196 $ et 40 sous. Oui, le coût vient de passer de 5 000 $ à 196 $ et 40 sous. Et c'est ainsi un geste à la fois que le cannabis devient une substance banale comme les autres. Et voilà, c'était le 132e épisode de Top Pot. Questions, commentaires, critiques, n'hésitez pas à m'écrire, lucprévost@hotmail.com. Je vous remercie pour votre écoute, vos partages, très précieux toujours, et vos suggestions. Allez, bonne semaine, beaucoup de bien-être et bon chanvre.